Nous voilà enfin de l'autre côté de la mer. Là-bas, un jeune enfant ouvre les yeux sur une guerre de 4 ans qui arrive enfin à son terme, celle du gouvernement Marr contre la coalition du Moyen-Orient. Bienvenue dans notre critique analyse du premier épisode de la dernière saison de l'Attaque des Titans. Si vous voulez connaître absolument tous ces secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et tout ça sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. エレン、お願い、帰ってきて。やるんだ今ここで勝負は今ここで決める誓った進む戦え戦え戦え戦えVous avez tous deux questions, où sommes-nous et quand sommes-nous? C'est très simple. En 845, à Shiganshina, le titan colossal avait détruit la porte du mur Maria. 5 ans plus tard, les soldats ont grandi et ont gagné contre le titan colossal à Shiganshina. On est donc en 850. Désormais, nous voilà 4 ans plus tard, en 854 donc, et de l'autre côté de la mer, 4 ans après les événements d'Eren qui pointait son doigt face à cette même mer, nous voilà désormais de l'autre côté où les Eldiens, parqués dans des camps, sont envoyés comme chair à canon dans la guerre incessante entre le gouvernement Marr et la coalition du Moyen-Orient. La coalition du Moyen-Orient qui a décidé donc d'attaquer le gouvernement Marr suite à deux choses très importantes. La première est le développement militaire et des progrès de l'aéronautique qui peuvent rivaliser avec les titans, le monde progresse. Et la deuxième, c'est la perte de deux titans, le titan féminin et le titan colossal. Ce qui permet aux pays voisins de déclarer enfin la guerre au gouvernement Marr et sa suprématie depuis 100 ans. Parce que scénaristiquement, cet épisode a deux buts. Le premier, c'est nous montrer que Marr méprise les Eldiens qui sont parqués dans des murs, présenter la situation géopolitique dans le monde, où vous allez le voir qu'ici on a la représentation du XXe siècle et de ses progrès militaires, aéronautiques et de tout son antisémitisme forcément. Donc les Eldiens ici sont parqués entre des murs, ils sont méprisés par la population parce que leurs ancêtres ont massacré tous les Marr durant des millénaires. Le deuxième point, c'est de montrer que la force, la puissance des titans, qu'elle soit militaire ou politique, arrive à son terme. Ils sont fatigués, ils gagnent tout juste la guerre. Mais qui sont ces Eldiens qui sont envoyés à chair à canon, qui permettent un propos très fort sur la première guerre mondiale et qui ont peur d'aller au combat, qui sont dans leurs tranchées, qui embrassent leurs enfants dans leurs petites photos? Ces gens-là, on le rappelle, ce sont des Eldiens qui sont du coup dans des camps Marr et qui ont été abandonnés par leur roi il y a 107 ans, c'est-à-dire le roi Fritz. Le 145e roi Fritz, qui on vous le rappelle, a abandonné son peuple suite à la grande guerre des titans pour se réfugier sur l'île du paradis, nettoyer la mémoire de son peuple et commencer l'histoire de l'humanité ici. Cependant, il a laissé en cadeau, offrande à Marr, toute une partie de son peuple pour qu'il puisse l'esclavager et laisser l'île de paradis en paix. Aujourd'hui, la situation ne suffit plus, ces esclaves ne suffisent plus et Marr a absolument besoin du titan originel. Marr utilise donc les Eldiens à leur propre fin, mais les Eldiens ne sont absolument rien sans leur axe, sans leur roi, sans leur originel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Marr comprend, face au progrès militaire de l'aéronautique, que les titans arrivent à leurs limites. Il faut absolument, bien que ça ait été un échec catastrophique, il faut qu'ils retournent sur l'île de paradis, il faut qu'ils récupèrent l'originel. Vous avez compris qu'il existe alors 3 niveaux de guerriers eldiens à Marr. Vous avez la chair à canon, symbolisée tout simplement par un brassard grisé. Vous avez ensuite au niveau supérieur des candidats, avec un brassard jaune, qui sont des candidats à réceptacle de titans, qui sont du coup entraînés depuis tout petit pour être des guerriers parfaits. Ce que donc a été Reiner, qui lui est un réceptacle qui a gagné le concours, si vous voulez, des titans parmi tous les autres, et qui du coup a un brassard rouge. Et alors deux questions se posent. Déjà la première, qui, entre ces 4 enfants, Gabi, Falco, Udo et Sophia, vont remporter le titan cuirassé qui arrive à ses 13 ans d'exploitation? La malédiction d'Ymir va faire son effet et Reiner, naturellement, va perdre le cuirassé, va devoir se faire dévorer l'échine par un de ses enfants. Et la deuxième question, c'est alors pourquoi les Eldiens se laissent faire? Pourquoi ils ne se révoltent pas? Eux qui ont le pouvoir de se transformer en titan, les Marr sont tout simplement pathétiques à côté. Tout simplement parce qu'ils sont endoctrinés depuis le début et que, plus encore que les Marr, ce sont eux-mêmes
qui méprisent encore plus les Eldiens de paradis. Pour les avoir abandonnés. Voilà, ces démons insulaires, vous nous avez abandonnés il y a 107 ans, vous nous avez laissés chez Marc dans des camps et tout, et bien croyez-moi que nous on va se venger, on va faire honneur à la patrie. Ce que faisait Grisha lui-même, je vais dénicher l'originel et on va donner sa gloire à Eldia parce que le roi il s'est endormi sur paradis et nous on veut se battre. Ainsi s'ouvre le premier épisode, dirons-nous, de la deuxième partie de l'attaque des Titans, sur la découverte du monde. Mais alors, on va parler maintenant adaptation. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce que vaut cette adaptation de la suite de l'attaque des Titans? 飛んでいけどっか遠くへな。 Et bien après plusieurs visionnages, on peut dire que c'est une très grande réussite. C'est vraiment un épisode qui pose un contexte extrêmement important et est là pour dépayser tous les animes onlys. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas saisir dans un premier temps ce qui se passe ici. Et quand on voit les propos évoqués dans le manga pour ces deux chapitres, à savoir de l'autre côté de la mer et les guerriers Mar, qui sont ici du coup regroupés sous un seul épisode, eh bien sont ici pour perdre le lecteur mais également le réadapter à des nouveaux personnages tels que Gabi, la nouvelle Eren, Rainer, Sig, qui sont désormais les protagonistes de cette nouvelle aventure. Alors oui, c'est une réussite, une grande réussite de dépeindre ici une suite de mangas qui de base n'est pas sexy, qui a fait fuir il y a 4 ans déjà beaucoup de lecteurs parce que c'est un autre contexte, c'est de nouveaux personnages, on n'a plus ce qu'on aimait et en plus on nous oblige à aimer le camp adverse. Un pari dingue qui, vous allez voir comme le générique le prouve ici, va dépeindre la guerre, son horreur, son absence totale de manichéisme où c'est simple, et ben on a deux camps et ni l'un ni l'autre ne vaut le coup, il n'y en a pas un meilleur que l'autre et aujourd'hui on découvre de l'autre côté de la mer, le deuxième camp, et quand tu vois ça tu te dis que l'adaptation ici est très fidèle et en plus rajoute des choses qui sont excellentes. 90 pages du coup adaptées ici très rapidement et qui offrent un rythme qui est excellent puisqu'on sait que le second épisode, Train de nuit, on en parlera un petit peu après, va adapter les chapitres du coup 93 et 94, ce qui signifie environ 2 chapitres par épisode jusqu'au chapitre 122. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable de constater que la volonté d'Isayama première sera toujours celle de faire de l'anime la version définitive de son œuvre. C'est pourquoi nous avons 2 rajouts capitaux qui ne sont pas dans le manga. La première va être la scène de fin qui est l'arrivée de Jean Kirstein dans la République de Mar. Et ça, c'est très fort puisque elle est ici pour évoquer de manière très nostalgique la victoire du bataillon d'exploration. On entend que Mar a enfin remporté la guerre et toute l'expérience du spectateur nous ramène forcément à cette victoire de Trost, à cette victoire de Shiganshina. Sauf que cette fois-ci, nous avons un personnage sous un indique formidable aux notes très nostalgiques et très poignantes qui vont permettre de faire ressentir toute cette nostalgie avec un personnage qui prend le journal, qui entend la victoire qui n'est plus celle de son bataillon et qui pourtant, il est ici pour faire quelque chose de très grave. Parce que le génie du storytelling d'Isayama, c'est de dépeindre une guerre mondiale, mais de partir du point de vue de Madagascar, d'une petite île au milieu de nulle part, et en fait de montrer que tout les dépasse, qu'il y a une guerre mondiale, que plusieurs pays se foutent sur la gueule, mais au milieu de tout ça, on n'oublie pas les habitants de paradis, Jean Kirstein qui lit le journal comme ça, et on sent que c'est à la fois les personnages d'une ancienne époque qui sont là, mais qui vont revenir, ils vont revenir, et eux ils en ont pas fini, parce qu'on leur a fait tous du mal, parce qu'ils sont victimes de la guerre, et que 4 ans se sont passés. Voilà, 4 ans se sont déroulés, mais que le cycle de la haine d'Isayama, lui, va continuer, et que donc forcément, ils n'ont pas donné leur réponse. Quant au deuxième rajout, ça va être une phrase prononcée par Falco qu'on va un petit peu évoquer à la fin pour une petite parenthèse spoil pour les mangas, ce sera à toute fin de cette review puisque c'est quelque chose d'absolument fantastique qui a été rajouté sûrement par le mangaka. Et en parlant du mangaka, on peut voir qu'il y a une commande aussi qui a été réalisée, c'est celle de l'opening très rapidement qui va déstabiliser certains puisque c'est le groupe préféré d'Isayama. Et encore une fois, une nouvelle commande très esthétique du mangaka avec une musique qui permet vraiment d'épouser la saison finale, mais pour autant un visuel qui aurait tout à gagner, je pense, à être un peu plus versatile. Comprend l'horreur de la guerre, ça va être les tons d'une saison qui, vous devez bien le comprendre, a beaucoup moins d'épique mais plus de dramatique, même si vous allez voir qu'il va y avoir des grandes fulgurances d'épique de temps en temps. On peut aussi noter comme différence manga-anime ici que la guerre et ses horreurs seront beaucoup plus présentes, alors qu'Isayama lui était beaucoup plus dans son storytelling et allait beaucoup plus vite dans ses pages. Et bien là c'est vachement intéressant parce qu'ils prennent le temps de montrer la cruauté de la guerre dans les tranchées, en voyant des petites mouches sur les hommes qui sont déjà morts malheureusement avant même d'aller mourir. Le grand plan du
de l'Eldien qui sort Voilà, sur les cadavres et qui voit Voilà, on l'horreur de voit la guerre. vraiment des collines de Le cadavres. No Man's Land finalement. Voilà, exactement, le No Man's Land de la Première Guerre mondiale, jusqu'à carrément bien quelque chose de très cru, très rajouté, qui n'est pas dans le manga. Le charrette casse un bunker, et ensuite les soldats arrivent, eldiens, et tirent À bout portant. à bout portant de M1 Garand, là où on entend vraiment des bons gros cling 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 de verrou, quoi, carrément. C'est très cru, le sang est là-dessus. Alors que pourtant, on pourra retrouver de la censure, hein, au niveau, par exemple, des titans, quand ils tombent sur le fort de Slava, où ils sont beaucoup moins abîmés, il y a de la fumée, on a toujours cette forme-là de censure. Mais pourtant, la cruauté de la guerre, elle, est beaucoup plus présente que dans le manga. Et c'est très intéressant parce que c'est à la fois surprenant et à la fois, c'est choquant en fait. Parce que rien que le début, où c'est propre à l'adaptation, de montrer tout simplement Falco sourd de la guerre, qui Il y a n'est le petit ultrason. voilà, avec un petit ultrason, mais qui ensuite est totalement sur son faucon. On voit des balles passer, on voit des trucs exploser et tout, mais que lui n'entend rien jusqu'à l'arrivée de Cord, qui d'un coup nous plonge ici dans l'épisode, dans l'horreur de la guerre. Et ben ça, c'est propre à l'adaptation, qui peut jouer avec le son, alors que dans le manga, c'était forcément que les images, et ça, c'est une totale réussite. Ça nous met vraiment dans le bain. Encore une fois, moi je conseille ici beaucoup à bien le regarder en grande qualité avec un casque sur les oreilles, parce que le mixage son est excellent. On peut d'ailleurs continuer sur le son, qui est la même banque sonore de Wit Studio, et c'est très agréable parce que quelque ça nous chose ramène à la maison. voilà, qui nous ramène à la maison, ce petit confort d'avoir entendu une petite OST qu'on connaît tous, la seule qui arrive à faire le pont dans un changement de studio, dans un changement d'animation, dans un changement total de même d'histoire. Kyojin Shiku qui rappelle la première saison, une OST qui installe, qui construit l'environnement. C'était incroyable d'avoir ça, vraiment incroyable, parce qu'on est tellement dépaysé, on est tellement choqué par ce changement de tout, que pourtant, bien oui, on n'oublie pas, c'est quand même toujours la même histoire, celle d'Eren Yeager, même s'il est pas là. On se rattache vraiment à tout ce qu'on a, le bruit de transformation de Reiner qui est le même, le bruit de ses pas qui est le même, le bruit de son cri qui est le même, et le bruit également de la fumigène qui est lancée pour lancer l'assaut, qui nous laisse penser encore une fois à celle des fameuses d'Erwin Smith qui lançait ses chevauchées épiques. Pour le coup, ça c'est vraiment propre à l'adaptation, encore une fois, c'est vraiment très agréable, parce que quand on regardait sur le papier, juste visuellement, on faisait pas le lien, alors que pourtant, quand on entend une nouvelle fumigène, mais de ce côté, de l'autre côté, ça fait tout drôle, ça nous fait mélancolique, on se dit que Erwin Smith il est vachement loin dans cette histoire maintenant, alors que pourtant c'est une figure emblématique. C'est triste à dire, mais il n'est plus rien, il n'a jamais su tout ça, et là on entend le Et d'ailleurs, et ça nous remet en arrière, c'est et incroyable. tout ce qui nous ramène aussi en arrière et qui permet une super belle homogénéité de cette série, ça va être les cartons titres Oui. qui continuent. On est à l'épisode 60, on n'est pas à l'épisode 1, et également les Ice Catchers qui vont être les informations livrées au public, mais cette fois du côté Mar avec les titans, l'armée, c'est fantastique. Armin. Et Armin qui ici est plus délicat dans la mesure où il nous rappelle et puis il permet l'homogénéité, mais cependant le voir narrer les événements de Mar, c'est assez choquant. C'est lui également qui va narrer du coup la preview de chaque épisode. Comprenez bien ici que ce n'est pas Armin qui narre, mais bien son seiyuu. Mappa Studio a gardé la seiyuu d'Armin pour narrer, mais Armin n'est pas au courant de ça, d'accord? On est bien sur quelque chose d'extra-diégétique, ce n'est pas Armin qui raconte la guerre. Alors le point essentiel quand même, qui fait vraiment que Mappa Studio arrive et dénote avec 8. Qu'est-ce que c'est? C'est la CGI. La CGI, ça va être l'infographie et ça va être tout le travail numérique qui va être réalisé sur ordinateur en 3D, sur des logiciels informatiques, tandis que l'animation traditionnelle est celle qui va être faite sur celluloïd à la main avec des animateurs qui vont travailler de manière traditionnelle en dessinant. Du coup, on a ici une CGI. Je n'ai jamais vu ça. C'est un art de faire ça. Vraiment, on est sur l'équivalent de Wit Studio qui permettait de faire des images de cinéma où on se disait ça, je le verrai au cinéma. Et ben là, on est sur la CGI, l'infographie de japonaise qui, moi, quand je vois ça, je me dis waouh, j'ai l'impression de voir un film de cinéma d'animation qui se veut un peu moderne et talentueux et surtout très ambitieux. Le titan cuirassé est extrêmement bien réussi, le titan mâchoire de Galliard Galliard est parfait. est extrêmement bien réussi, le charrette de Pickfinger est incroyable, et puis le bestial aussi permet des plans formidables lorsqu'il va envoyer les cailloux et qu'il étend toujours les bras. Cependant, c'est lui qui a un peu plus de mal, normal. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans la dernière étape d'un rigueur de 3D, quand il faut créer le squelette et puis tout ça, vous avez les poils. Et les poils en 3D, il faut être Disney pour le faire. Et là, très clairement, les poils, ils ne bougent pas. Et c'est un petit peu dommage pour quelqu'un qui est composé à 100% de poils. Ça rappelle ici les propos du directeur de Wit Studio qui disait que le futur de l'animation, c'était un mélange subtil de 3D avec de l'animation traditionnelle. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut noter que bien que la 3D est parfaitement maîtrisée,
eh bien on regrette tout de même l'animation traditionnelle, on regrette l'apparition de Sig dans le premier épisode de la saison 2, de ses poils dans le vent. On a toujours quelque chose qui rappelle un peu malheureusement avec le bestial, dirons-nous, une petite animation cinématique de PS4 où ça nous dénote, où on est là quand Reiner est là et qui dit à Sig de venir. C'est dur de le voir dans l'environnement. Il faut savoir que là-bas au Japon ce sera très bien reçu et que nous on va un peu en râler. Le second point donc on voulait évoquer tout à l'heure qui était vraiment après les soldats eldiens qui sont vraiment les victimes de ce monde. Pourtant, alors qu'on n'arrête pas de dire, on verra ça plus tard dans les épisodes suivants, que c'est eux qui ont martyrisé le monde, et bien la seconde chose qui est importante, c'est les progrès de l'aéronautique et du coup la faiblesse des titans qui arrivent enfin dans cet épisode. Et pour ça, on a un rajout très intéressant de la part de Mappa Studio qui va être le combat du cuirassé de Reiner Braun contre le train blindé. Ça, normalement, c'est-à-dire que le cuirassé normalement arrive, il va prendre une sorte de grue pour terrasser le fort de Slava. Ça a été fait du coup avec un combat qui remplace cette scène là avec celle d'un autre cuirassé pour montrer qu'en réalité le titan cuirassé n'est plus qu'un énième train qu'on peut créer à foison. On en a vu un dehors, on en a vu un à l'intérieur, des trains, des véritables cuirassés. Et bien il y en a plusieurs et on revoit ici une scène emblématique réalisée par Mappa qui est celle de la destruction du mur Maria par le cuirassé qui est maintenant ici transposée contre ce cuirassé pour montrer que le titan est à bout de souffle et que s'il arrive à tenir tête contre un train, et ben des trains on en fait plein, beaucoup et il y en aura beaucoup plus que Reiner Braun. Parce que Reiner c'est un cuirassé, mais il se fait avoir par les cuirassés sur terre et les cuirassés sur l'eau aussi. Donc voilà, c'est la fin des titans. Et bien Isayama essaye de montrer que les titans arrivent à leur fin, tout simplement parce qu'on est au XXe siècle. Ça y est, c'est plus fort que les titans. Une seule chose peut sauver, et vous allez voir que ça va être l'enjeu de cet épisode 2, ça va être, parce que c'est dans le Synopsis d'ailleurs officiel qui est annoncé sur le site, la gloire des titans arrive à son terme, cependant, Sig Yeager annonce son plan d'urgence de vouloir reconquérir le titan originel. Et ça fait une différence colossale, si je puis dire. Autre changement très intéressant qu'on peut noter entre le manga et l'adaptation, c'est la vision de Reiner qui voit les remparts, qui se dit qu'il en a ras-le-bol, c'est très important ça pour le personnage. Et Mappa Studio ont décidé ici de prendre le registre réaliste et de faire un chant contre chant en montrant Slava, Reiner, et d'un coup, hop là, le mur rose des soldats en train de nettoyer les canons. Mais alors que dans le manga on est sur un plan de profil avec le soleil couchant et tout, là ici on sera de la vision de Reiner qui voit tout simplement le mur de haut, le rempart dans les airs, et donc c'était beaucoup plus réaliste et beaucoup plus subtil. Aucun des deux est meilleur, mais en tout cas c'était très bien vu. En revenant vite fait sur les musiques, on a eu donc Kyojin Shinku qui était une OST qui nous permet de refaire une petite parenthèse de nostalgie dans tout ce changement, ça fait beaucoup du bien, mais c'est aussi très important sur la suite parce que nous avons deux compositeurs pour cette nouvelle adaptation de Mappa. Nous avons Hiroyuki Sawano qui est celui qui a fait toutes les premières saisons, mais qui est aussi accompagné d'un nouveau compositeur qui aura travaillé entre autres sur Seven Deadly Sins, et avec eux ils nous font découvrir de nouvelles sensations musicales, mais surtout l'OST Kyojin Shinku nous prouve que donc il est bien possible de revoir des anciennes OST retravaillées et remises au goût du jour pour les prochains épisodes qui vont arriver et qui vont nous replonger dans ce qui est vraiment l'attaque des titans. C'est pourquoi il faut bien comprendre que cet épisode là sera un exercice totalement différent des 4 épisodes prochains qui arrivent. Parce que les 4 épisodes prochains seront tellement différents et vont être des exercices tellement à part entière qui permettront vraiment, quand le 5e épisode sera terminé, d'avoir vraiment une vision totale et on pourra d'émettre une critique totale de cette nouvelle adaptation. Parce que ce premier épisode, qui ici peint la guerre, eh bien a réussi. Premier épisode réussi, mais les prochains vont être totalement différents, comme le 2 par exemple, eh bien toute l'action va être dans les dialogues, dans la parole, tellement important chez Isayama quand il y a deux personnages sur des arbres géants qui discutent, qui s'engueulent et tout. L'animation était tellement chiadée chez Wit Studio, mais ici on pourra reprocher dans ce premier épisode quand il y a des dialogues, c'est pas incroyable parce que l'action était autre part, mais quand il y aura pas d'action physique et tout, que tout va être dans la parole, eh ben ça va être un autre exercice pour Mappa Studio. L'épisode 3, pour ne pas spoil, va être très important aussi pour voir la fidélité de l'adaptation envers le manga, et l'épisode 4-5 vont nous replonger dans ce qu'est vraiment l'attaque des titans et nous montrer ce que vraiment Mappa est capable de faire avec Shingeki no Kyojin. Donc quand on aura ces 5 épisodes là de fait, eh bien on pourra émettre une critique totale. Pour le moment il y en a 1 sur 5
et il est réussi. Une musique qui, comme au niveau de l'animation ou du chara-design qui est vraiment excellent, permet d'épouser ce premier épisode qui n'a rien à voir avec les premiers épisodes de Wit Studio, puisqu'ici, eh bien, change totalement de ton. Si on s'en tient au chapitre, c'est-à-dire à l'équivalent de chapitre par rapport aux épisodes, ces chapitres 91 et 92 sont extrêmement bien adaptés puisqu'ils n'ont pas pour vocation d'apporter le même pathos qu'apportait Wii Studio lors de l'épisode 1 par exemple de la première saison ou des tragédies comme voilà, l'apparition du titan bestial et tout ça. C'est des choses ici qui vraiment sont censées bouleverser mais de manière très subtile et un petit peu implicite sans vous dire, juste vous montrer l'horreur de la guerre. Et bien pour ce premier exercice, avec l'OST du trailer qui du coup enfin ici dévoilé dans son entièreté, permet de remporter cette partie d'animation haut la main. Maintenant ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y aura 16 épisodes dans cette première partie, 16 épisodes officialisés puisque le Blu-ray japonais sortira donc en avril en 2 Blu-ray de 8 épisodes et 8 épisodes, 16 épisodes donc qui vont adapter jusqu'au chapitre 122 où pour ceux qui ont lu le manga savent très bien ce qui se déroule et permettent un cliffhanger qui va être absolument ça va être inadmissible, illégal. Mais du coup, maintenant, comme me disait Kamal, il est important de comprendre que on va pouvoir juger de l'adaptation par rapport à 8 dans l'épisode 3 environ. Pour ceux qui ont lu le manga, ils savent également ce qui va se passer. On va enfin pouvoir juger de la fidélité de Mappa et surtout de son excellence vis-à-vis de l'épisode 4 et 5 avec quelque chose qui va absolument rebouleverser le manga et rebouleverser l'animation de Shingeki no Kyojin. Parce que l'engouement est tellement énorme quand même, c'était incroyable de voir ça, de voir que toute la France attendait ce premier épisode. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le premier épisode, c'est le 60e. Ça adapte le chapitre 91 et 92 de l'attaque des titans. Et donc, il est assez injuste de le critiquer là-dessus, sur son manque de pathos, de drame, d'épique et tout. Non, non, non. Ici, Isayama, son but, c'était de dépeindre la guerre et son horreur. Et il y a eu qu'un seul, il y a eu comme d'hab, pas de pause entre les deux chapitres. Voilà, c'est ça. Il faut bien comprendre qu'on est sur la suite, en fait, de l'attaque des titans. Et que le drame, la tragédie grecque d'Eren Yeager, d'accord ? Elle est propre au personnage. Ne vous inquiétez pas, elle est toujours là, elle est toujours présente. Mais pour le moment, il faut, pour qu'elle soit aussi importante et aussi puissante que dans le manga, eh bien il faut présenter avant tout le monde, sa géopolitique, son contexte, son histoire. Parce que quand on aura tout ça, tout cet organisme, eh bien on pourra présenter Eren Yeager, Mikasa, Armin Arlert, Jean Kirstein, tous ceux que vous connaissez depuis le début, Connie Springer, tous ceux qu'on aime, Angie Zoé, Levi fucking Ackerman, ne vous inquiétez pas, ils vont revenir. Et pour le moment, c'est donc assez injuste de dire qu'il n'y a pas les pics, il n'y a pas les tambours, les cloches, même si ça manque forcément de SNK. On les attend au tournant. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais pour le moment, il faut donc attendre les 5 premiers épisodes. Maintenant que tout est dit, attention, ici, parenthèse, spoiler, vous êtes prévenus, nous allons parler de ce rajout très important que Isayama a fait au personnage de Falco. Il lui a rajouté des lignes, et alors que Falco se réveille après avoir été dans les vapes, étrangement, il dit une phrase « Je me balançais dans les airs, je fendais l'air avec mes lames, et les titans tout autour de moi tombaient les uns après les autres. » C'est ultra intéressant, parce que, aujourd'hui même, les lecteurs du manga ne peuvent pas vraiment savoir ce que cela signifie. On peut deviner une seule chose grâce au dernier chapitre, c'est que de 1, on a un Falco qui dit voler, donc bon, via son titan et l'ADN qu'il aura chopé du bestial grâce au vin de Sig, eh bien arrive à voler. Mais plus encore ici, il se dit soldat. Il se dit avec un équipement tridimensionnel, avec ses lames, je me baladais dans les airs et tout. C'est un soldat de l'île du paradis. Il a eu la vision d'un soldat. Mais pour ça, c'est forcément des souvenirs du futur, parce qu'il n'a pas de véritable souvenir de cela. Donc c'est forcément en lien avec l'assaillant, forcément en lien avec Eren Yeager, qui, comme l'aura montré dans les derniers chapitres, a la vision de Falco au sol en train de regarder le faucon. À ce moment-là, Eren est l'oiseau, il est l'originel. Et donc à partir de là, comme tout être vivant, comme tout Eldien parcourt le même chemin et se retrouve sur le même axe, eh ben oui, on peut se dire que Falco, dans les vapes, a eu des souvenirs de l'assaillant, des souvenirs du futur d'Eren Yeager, et il a peut-être vu Eren en train de se balancer dans les airs et de tuer du titan.
C'est incroyable, on n'a pas encore une fois ici l'explication totale, mais c'est bien Très un excitant. rajout d'Isayama dans cet épisode, qui comme faisant un parallèle en fait avec le premier épisode du petit Eren Yeager se réveillant en pleurant et dire « Qu'est-ce que j'ai vu, j'ai pas compris ?» Et bah là pareil, il nous dit « Qu'est-ce que j'ai vu un truc, il y avait des titans et moi je me baladais dans les airs, j'ai pas compris. » Malin, très malin, et ça comme le genre à la fin du chapitre. On a ici un mangaka qui est très proche de la production, même si elle est nouvelle, de ce nouveau studio, de ce nouveau comité de production. Il est là et il dit toujours attendez, j'aimerais quand même que l'animé soit la version définitive de mon manga. S'il vous plaît, comme avec Wit Studio, on va rajouter des petites subtilités et ça, c'est ultra intéressant, comme Yugu les Notori, comme ses openings, c'est du Shingeki no Kyojin, c'est extrêmement subtil, très bien écrit, et je suis très content d'avoir vu ça dans cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi cette critique analyse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir comment Sig va pouvoir retourner voir l'original et pour découvrir un petit peu la suite des guerriers Mar, le titan Charrette, Pickfinger, le titan Mâchoire Porco Galliard. Je vous rappelle qu'il vous faut vous abonner à la chaîne, sinon on jette des titans sur vous pour vous manger. Donc merci, le bouton est juste à côté. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao, ciao. ciao.